Pourquoi pas l'Amérique ou le reste de l'Europe? Le hall d'arrivée de l'aéroport Charles de Gaulle, CDG, à Paris, présente actuellement une scène difficile à croire. Des femmes ukrainiennes, fuyant la guerre, sont submergées par les larmes alors qu'elles affluent vers la France. Elles n'ont choisi ni les nations européennes géographiquement plus proches, ni la superpuissance américaine. Dans leurs abris anti-aériens, en plein milieu de coupures d'électricité et de froid glacial, elles n'allumaient même pas leurs précieux générateurs pour regarder des films français classiques, et sur les carnets qu'elles griffonnaient désespérément à la lueur des bougies, avec des mains tremblantes, ce n'était pas l'anglais qu'elles copiaient, mais la grammaire française. La raison choquante de leur choix pour la France est profondément liée à la nature spéciale et à l'histoire unique que seule cette nation possède. Pourquoi, au bord du désespoir, ont-elles placé toute leur confiance dans cette patrie asiatique de la démocratie? Correction. Change patrie asiatique de la démocratie tout patrie européenne des droits de l'homme. Derrière cela se cache l'histoire d'un miracle à la fois douloureux et profondément humain, qui a changé le destin de dizaines de milliers de vies. Préparez vos mouchoirs, car je vais maintenant vous révéler l'intégralité de cette histoire, la raison choquante pour laquelle les femmes ukrainiennes arrivant à CDG ont choisi la France plutôt que l'Amérique ou l'Europe. L'aéroport international Charles de Gaulle est le théâtre d'une scène difficile à croire. Fuyant les champs de bataille réduits en cendres, les femmes ukrainiennes en détresse affluent. Le pays qu'elles ont choisi n'est ni les États-Unis, ni l'Europe continentale, mais la France. Le nombre de celles qui crient le nom de la France dans le désespoir augmente rapidement. Il est dit que, même dans la réalité cruelle des coupures d'électricité, elles mettaient en marche le générateur pour regarder des films français. Elles apprenaient la langue française et les conjugaisons à la lueur d'une bougie dans leurs pièces sombres. C'est parce que le peuple et le gouvernement français ont fourni une aide massive en matériel médical et en fournitures humanitaires, allant même jusqu'à proposer des ressources médicales et des programmes de réinstallation spécifiques. Ayant tout perdu, elles ont commencé à croire et à placer leur espoir en la France qui les avait aidées. Par conséquent, en très peu de temps, des dizaines de milliers de personnes ont rejoint des communautés en ligne axées sur la France, et de nombreux groupes d'échange d'informations ont vu le jour. Que leur est-il arrivé sous les tirs? Voici leur histoire, à la fois poignante et émouvante. L'histoire de Natalia. Bonjour, je suis Natalia Sergeva, une infirmière ukrainienne de 32 ans. Avant le début de la guerre, je travaillais sans relâche à l'hôpital central de Kiev. Je commençais tôt pour m'occuper des patients, puis rentrer à la maison pour préparer et partager le dîner avec mon mari, Mikhail. Les week-ends, nous nous promenions au bord de la rivière et discussions avec des amis dans des cafés. À l'époque, j'ignorais à quel point cette routine ordinaire était précieuse. Un jour, tout a été brisé. Je n'oublierai jamais l'aube où je me suis réveillé en sursaut au bruit d'une explosion assourdissante. Les fenêtres tremblaient et une colonne de flammes oranges s'élevait au loin. Mikhail m'a serré la main. « Natalia, ce que nous craignions est arrivé. » L'hôpital s'est rapidement transformé en un lieu où affluaient les blessés de guerre. Nous ne pouvions pas dormir correctement, allant et venant entre la salle d'opération et la salle d'urgence. Des enfants couverts de sang, des jeunes qui avaient perdu leurs jambes, des personnes âgées abasourdies après avoir perdu leur famille. Chacun de ces visages a laissé une cicatrice profonde dans mon cœur. Un mois après le début de la guerre, Mikhail a reçu son ordre de mobilisation. « Je reviendrai vite, cette guerre ne durera pas longtemps », fut sa dernière phrase. Cependant, 3 mois plus tard, j'ai appris qu'il avait perdu le contact avec son unité. Disparu au combat. Ce terme froid et lourd a obscurci toute ma vie. Chaque nuit, je faisais des cauchemars où Mikhail m'appelait quelque part, mais je ne pouvais pas le trouver. Je me réveillais avec mon oreiller trempé de larmes. J'avais peur de me rendormir. Malgré cela, je ne pouvais pas arrêter de travailler à l'hôpital. Quelqu'un devait rester ici pour aider les gens. Un jour, j'ai rencontré une vieille dame dans le couloir de l'hôpital. Elle venait souvent. Me voyant sortir après mon service de nuit, elle m'a demandé « Natalia, pourquoi es-tu toujours là? Que fait une jeune femme comme toi dans un endroit pareil ?» J'ai souri et répondu « Quelqu'un doit bien rester pour prendre soin de tout le monde, n'est-ce pas ?» Mais la question de la vieille dame a touché une corde sensible. Pourquoi restais-je vraiment? Était-ce l'espoir que Mikhail revienne? Ou parce que partir me semblait l'abandonner complètement? Je n'avais pas de réponse. Il me fallait toute mon énergie pour simplement endurer chaque journée. Les rues de Kiev n'étaient plus les mêmes. Entre les bâtiments en ruine gisaient des traces de ceux qui étaient autrefois la maison de quelqu'un. Dès la nuit tombée, les sirènes d'alerte aérienne hurlaient, et les gens se précipitaient vers les abris souterrains. Des enfants pleuraient dans les bras de leurs parents. Jour après jour, mes émotions s'engourdissaient.
Je ne ressentais plus la tristesse, la peur, ni même l'espoir. Je fonctionnais comme une machine. Aller à l'hôpital, soigner les patients, rentrer à la maison, manger des conserves, allumer une bougie, écrivais dans mon journal et dormais. Les mois passèrent ainsi. La saison changea, mais la guerre ne s'arrêta pas. Elle devint plus féroce. Plus de gens étaient blessés, plus de gens mouraient. J'étais épuisé, physiquement et mentalement. Un soir, je suis monté sur le toit de l'hôpital pour regarder le ciel de Kiev. Le ciel nocturne, autrefois rempli d'étoiles, était maintenant obscurci par la fumée et la poussière. Je ne pouvais rien voir. C'est à ce moment-là que l'idée m'a frappé. Était-ce vraiment le bon choix de rester ici? Ne devrais-je pas partir comme tant d'autres? Mais où aller? Comment partir? Seules des questions vagues tournaient dans ma tête. J'ignorais qu'à cet instant même, une rencontre qui allait changer ma vie m'attendait. Alors que la guerre s'intensifiait, le travail à l'hôpital devenait de plus en plus difficile. Les fournitures médicales s'épuisaient, et l'électricité n'était disponible que quelques heures par jour. Si le courant s'arrêtait soudainement pendant une opération, nous devions soigner les patients à la lumière de nos lampes de poche. Cette situation se répétait, et j'atteignais ma limite. C'est alors que le directeur de l'hôpital m'a appelé. « Natalia, un camp de réfugiés à l'extérieur a besoin de soutien médical. Pourrais-tu aller aider pendant une semaine ?» J'ai hoché la tête. Je pensais qu'un environnement légèrement différent de l'hôpital pourrait m'aider. Le lendemain matin, j'ai mis du matériel médical et quelques vêtements dans mon petit sac et je me suis rendu au camp de réfugiés. Il se trouvait à environ 1 heure de Kiev. À mon arrivée, j'ai vu des tentes à perte de vue et des visages fatigués. Des enfants jouaient dans la boue et des femmes faisaient la queue pour la nourriture. Alexandre, le responsable du camp, m'a accueilli. « Docteur Natalia, je vous suis très reconnaissant d'être venu. Il n'y a pas de médecin ici, et beaucoup de gens souffrent. » Il m'a emmené vers la tente médicale provisoire. Plusieurs patients attendaient déjà. Une personne âgée qui toussait, un enfant fiévreux, un jeune homme avec une jambe blessée. J'ai immédiatement commencé à travailler. J'ai vu des patients toute la journée, et sans m'en rendre compte, la nuit était tombée. Dans la soirée, Alexandre m'a apporté un dîner simple. Ce n'était que des conserves et du pain. J'ai accepté, plus que la faim. C'étaient les visages désespérés des gens qui me pesaient. Après avoir mangé, alors que je sortais de la tente, une femme s'est approchée de moi. « Docteur, pourriez-vous examiner ma fille? Elle tousse depuis quelques jours. » Je l'ai suivie dans sa tente. À l'intérieur, une petite fille d'environ 7 ans était allongée. Elle était pâle, et sa poitrine sifflait à chaque respiration. J'ai ausculté ses poumons avec mon stéthoscope. « C'est une bronchite. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous donner des antibiotiques. Elle ira mieux dans quelques jours. » La femme m'a tenu la main, les larmes aux yeux. « Merci, docteur, merci beaucoup. » Après être sorti de la tente, j'ai continué à m'occuper d'autres patients. Quelques heures plus tard, j'ai soudain vu un groupe de femmes rassemblées. Elles étaient assises en cercle, discutant de quelque chose. Ma curiosité m'a poussé à m'approcher. Leurs conversations me sont parvenues. « Est-ce que c'est vraiment possible d'aller en France ? J'ai entendu dire que les Français ont un sens profond de la solidarité. Et il n'y a pas de guerre là-bas, c'est sûr. » Le mot « France » a attiré mon attention. Pourquoi la France? Pourquoi pas les États-Unis ou le reste de l'Europe? Je me suis approché et je leur ai demandé « Excusez-moi, parlez-vous de la France ?» Les femmes m'ont regardé, un peu surprises, mais l'une d'elles a vite répondu « Oui, c'est ça, nous rêvons d'aller en France. » Je me suis assise à côté d'elle. « La France? Pourquoi la France ?» Une femme d'âge mûr a répondu « La France, tout comme nous, a souvent été confrontée à des menaces pour sa liberté. Mais loin de s'effondrer, elle a bâti un modèle social fort et un refuge pour les opprimés. Et c'est l'un des endroits les plus sûrs et les plus avancés au monde pour le système social et la santé. » Une autre femme a ajouté « De plus, j'ai entendu dire que les Français sont très serviables. Il y a une culture qu'ils appellent la terre d'asile. Ils n'abandonnent jamais ceux qui sont en difficulté. » J'ai été momentanément sans voix. Des gens piégés dans la guerre et le désespoir considéraient cette nation européenne comme un espoir. Je ne savais pas à quel point cet espoir était réaliste, mais leurs yeux étaient sincères. Alors, comment peut-on aller en France? Face à ma question, une jeune femme a sorti son smartphone et m'a montré « Il existe un canal d'information sur les réseaux sociaux pour aller en France. Il y a déjà des milliers de membres. » J'ai regardé l'écran de son téléphone. Il y avait effectivement beaucoup d'informations mises à jour. Matériel d'apprentissage du français, présentation de la culture française, et même des introductions aux baguettes et aux quartiers de Paris. Les procédures de visa et les recommandations de films français y figuraient également. Regardez ça. Les femmes ukrainiennes qui sont déjà allées en France partagent des informations. Elles nous disent quelle ville est la meilleure pour vivre, comme Paris ou Lyon.
j'étais de plus en plus surprise. Ce n'était pas un simple rêve, mais quelque chose que les gens planifiaient et préparaient concrètement. Cette nuit-là, je suis retourné à ma tente et me suis allongé, incapable de dormir. Le mot « France » ne cessait de tourner dans ma tête. Est-ce que cela pouvait vraiment être un nouveau départ? Ma semaine au camp de réfugiés m'a ouvert les yeux. J'y suis allé pour faire du bénévolat médical, mais j'y ai découvert un monde complètement différent. Un après-midi, alors que j'examinais des patients dans la tente médicale, j'ai entendu les voix de 2 femmes venant de la tente voisine. « Marina, as-tu vérifié ce canal? Il y a de nouvelles informations. »« Oui, j'ai vu. C'est un message d'une famille française vivant à Lyon qui cherche une aide-soignante ukrainienne. Ils ont dit qu'ils pouvaient accueillir aussi les enfants. » La main qui tenait mon stéthoscope s'est arrêtée. Ce n'était pas juste des bavardages, elles échangeaient des informations concrètes. Après avoir terminé ma consultation, je me suis approché de ces 2 femmes. « Excusez-moi, j'ai entendu votre conversation. Vous en savez beaucoup sur la France, n'est-ce pas ?» Les 2 femmes ont semblé un peu décontenancées, mais l'une d'elles a rapidement souri. « Ici, la France est comme notre mot de passe secret. » Le mot de passe secret pour les gens comme nous? Oui, nous ne le disons pas à voix haute, mais nous savons que la France pourrait être notre porte de sortie. L'autre femme a ajouté « Beaucoup de pays ont dit qu'ils aideraient l'Ukraine au début de la guerre, mais en réalité, il n'y a pas beaucoup d'endroits où des gens ordinaires comme nous peuvent aller. Le visa américain est strict, l'Europe aussi, mais la France est différente. » J'étais encore plus curieuse. En quoi est-ce différent? Tout d'abord, la société civile française est très forte. J'ai entendu parler de programmes d'aide spéciale pour les réfugiés ukrainiens. De plus, les Français ne nous regardent pas seulement avec pitié. Parce qu'ils ont eux-mêmes fait face à de longues menaces pour leurs valeurs, ils nous considèrent comme des partenaires qui défendent la liberté. Cette phrase m'a transpercé le cœur. Pas de la pitié, mais des partenaires. Est-ce que des gens sont vraiment allés en France? En réponse à ma question, une femme a sorti son téléphone et me l'a montré. Regardez ici. Voici une personne qui est allée en France l'année dernière. Elle vit près de Paris maintenant. L'écran montrait la photo d'une femme ukrainienne. Un appartement propre, un sourire radieux, avec la tour Eiffel en arrière-plan. Elle y est allée avec ses 2 enfants. La communauté locale les a vraiment bien accueillis. Les enfants vont à l'école française. Elle m'a montré une autre photo. Celle-ci travaille dans une entreprise de technologie à Toulouse. Après avoir appris le français, on dit qu'elle s'est très bien adaptée. J'étais sans voix. Ce n'était pas un rêve, c'était la réalité. Ce soir-là, de retour dans ma tente, j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert une application et j'ai tapé France dans la barre de recherche. Des dizaines de canaux sont apparus. Communauté France, Infos Emploi France, apprendre le français, comprendre la culture française. J'ai cliqué sur le canal qui avait le plus de membres. Le nombre d'adhérents dépassait les 30 000. La section des commentaires était inondée de questions et de réponses. Fait-il très chaud en été en France? Si j'y vais avec mes enfants, pourront-ils aller à l'école? Peut-on trouver un emploi sans parler français? Et les personnes déjà installées en France répondaient gentiment. L'été est chaud, mais il y a la climatisation partout, pas de problème. Bien sûr, la France est un pays qui accorde une grande importance à l'éducation. Je ne parlais pas français non plus, mais les Français sont très gentils avec les étrangers, beaucoup parlent anglais. N'abandonnez pas. J'ai lu pendant des heures. Plus je lisais, plus je réalisais que la France n'était pas seulement une localisation géographique, c'était un autre nom pour l'espoir. Le lendemain matin, je suis allé voir Alexandre, le responsable du camp. Alexandre, beaucoup de femmes ici parlent de la France. Combien de personnes sont réellement parties? Il a hoché la tête. Beaucoup. Au cours des 6 derniers mois, environ 20 personnes sont parties pour la France, rien que de ce camp. J'ai doucement acquiescé. Cet après-midi-là, je suis retourné à l'endroit où les femmes se rassemblaient. Cette fois, c'est moi qui ai posé des questions. Comment fait-on pour aller en France? Je veux connaître la procédure concrète. Les yeux des femmes se sont illuminés, comme si elles avaient trouvé une camarade. D'abord, il faut apprendre un peu le français, au moins les bases de la conversation. Et si vous voulez travailler, un certificat ou de l'expérience est un atout, surtout dans le domaine de la technologie ou de la médecine. J'ai révélé que j'étais infirmière. Je suis infirmière. Pourrais-je travailler dans un hôpital en France? Une femme a écarquillé les yeux. Infirmière? Mais c'est parfait. J'ai entendu dire que même si la médecine est avancée en France, il manque de personnel soignant. Si vos qualifications sont reconnues, vous devriez avoir une chance. À cet instant, mon cœur s'est emballé. Après ma semaine au camp de réfugiés, je suis retourné à l'hôpital, mais mon état d'esprit avait complètement changé. Puis, un jour, des invités spéciaux sont arrivés à l'hôpital, l'équipe de soutien médical française.
Le directeur de l'hôpital a convoqué une réunion d'urgence. Écoutez, le personnel médical français est arrivé. Ils vont travailler ici pendant 3 mois pour aider les patients. La porte de la salle de conférence s'est ouverte et 5 Français sont entrés. Ils se sont présentés poliment, l'un après l'autre. L'un d'eux était un médecin nommé docteur, Antoine Dubois, semblant avoir une trentaine d'années. Il a pris la parole dans un anglais fluide. « Bonjour à tous, je suis Antoine Dubois. Je suis venu pour aider l'Ukraine. La France se tient aux côtés de l'Ukraine, et c'est un honneur de travailler avec vous. » J'ai senti la sincérité dans son regard. Ce n'était pas de la pitié ou un sentiment d'obligation, mais un désir d'aider venant du cœur. Cette ferveur typique de la solidarité française, dès le lendemain, j'ai commencé à faire la ronde avec le docteur Dubois. C'était un excellent médecin. Il examinait méticuleusement chaque patient, prêtant attention aux moindres détails. Après les opérations, nous nous reposions un peu dans la salle de pause. Je lui ai demandé « Docteur Dubois, pourquoi êtes-vous venu d'aussi loin ? Vous deviez avoir beaucoup à faire en France. » Il a pris une gorgée d'eau et a répondu « La France a aussi connu des moments de pauvreté et des épreuves. À cette époque, d'autres nations nous ont aidés. De plus, nous sommes également confrontés à la menace d'un voisinage difficile. Nous savons à quel point il est difficile de défendre sa patrie. C'est pourquoi nous voulons tendre la main. » Ces mots m'ont profondément touché. Quelques jours plus tard, le docteur Dubois m'a fait une proposition. « Mademoiselle Natalia, voulez-vous venir avec moi en mission de soutien médical dans la région de l'Est ? J'ai entendu dire qu'ils avaient aussi besoin d'aide là-bas. » Elle fait que des deux. J'ai accepté sans hésiter. J'avais une autre raison. J'étais curieuse de l'histoire que j'avais entendue au camp de réfugiés. L'histoire du village de l'Est qui regardait des films français avec un générateur. Nous avons pris un camion rempli de fournitures médicales et sommes partis vers l'Est. Après plusieurs heures de route, nous sommes arrivés dans un petit village. Le chef du village, Petro, nous a accueillis. Le soir, Petro nous a invités à dîner. Après un repas simple, les gens se sont rassemblés devant une télévision dans un coin. J'ai été surprise de voir un téléviseur dans cet endroit sans électricité. Petro a souri et a expliqué. Nous le faisons fonctionner environ 2 heures par jour avec le générateur. C'est le seul plaisir du village. Il a allumé le générateur et la télévision s'est allumée. J'ai regardé de près. C'était un modèle ancien, mais le logo d'une marque française était clairement visible. Depuis combien de temps avez-vous cette télé ? Plus de 15 ans, je crois. Je l'ai achetée quand j'étais jeune. 15 ans et elle fonctionne encore. Les yeux de Petro brillaient. Elle n'est jamais tombée en panne. Pendant la guerre, une bombe a fait trembler les fenêtres, mais cette télévision française n'a rien eu. Une vieille dame à côté a ajouté « La qualité française est authentique. Même quand nous étions pauvres, nous savions que ces choses ne tomberaient jamais en panne. » J'ai été profondément ému. Ce n'était pas qu'une machine, c'était un symbole de confiance. Des images de la France s'écoulaient de l'écran. Les sous-titres étaient traduits dans la langue locale. Les gens regardaient, absorbés. Le docteur Dubois s'est assis à côté de moi et a dit « Je n'arrive pas à croire que cette télévision fonctionne encore. C'est incroyable. Je ne savais pas que la qualité française était si bonne. » Ce soir-là, j'ai regardé l'émission française avec les villageois. Les rues françaises montrées à l'écran, les cafés animés, les boulangeries, les lumières vives. Je ne saurais dire à quel point c'était enviable. Des rues sûres sans bombardement, des gens marchant en souriant. Quand l'émission s'est terminée, une jeune femme s'est approchée de moi. « Docteur, je veux aussi aller en France. Comment dois-je faire ?» J'ai plongé mon regard dans le sien. Il était plein d'un désir et d'un espoir tangible. À mon retour du village, j'étais une personne complètement différente. Ma curiosité pour la France était devenue obsessionnelle. Chaque soir, vérifier le canal d'information était devenu une routine. Je rentrais du travail, allumais une bougie et fixais mon téléphone. J'ai téléchargé des films français et j'ai installé des applications pour apprendre le français. Bonjour, merci s'il vous plaît. J'imitais les prononciations avec une concentration intense. Les conjugaisons étaient complexes, mais je n'ai pas abandonné. Un jour, pendant ma pause à l'hôpital, ma collègue infirmière Irina m'a demandé « Natalia, qu'est-ce que tu fais ces derniers temps ? Tu es toujours sur ton téléphone. » J'ai hésité, puis j'ai répondu honnêtement « J'apprends le français. » « Le français ? Pourquoi ? Tu vas en France ?» Les yeux d'Irina s'écarquillèrent. Il y a une sorte de tendance, mais j'y pense sérieusement. Irina a tiré une chaise et s'est assise à côté de moi. J'ai aussi entendu dire que la France est populaire parmi les femmes ukrainiennes ces jours-ci. Tu devrais te renseigner sur la France. J'ai entendu dire qu'ils mettent en œuvre une politique de bilinguisme, français-anglais, et qu'il manque vraiment d'infirmières. À partir de ce jour, Irina a commencé à apprendre le français avec moi. Un soir,
J'ai de nouveau visité le centre d'accueil dans le lycée de Kiev, car j'avais entendu dire qu'il y avait une réunion pour regarder des films français. L'écran montrait des rues françaises, des stations de métro propres, des lampadaires lumineux, et une femme allant seule à une supérette tard le soir. Cette seule scène était choquante. C'était inimaginable pour nous maintenant. Le personnage principal du film discutait avec un ami dans un café, visitait une cathédrale et prenait un repas en famille. Après le film, une femme a pris la parole. Les hôpitaux et les métros là-bas sont vraiment propres, n'est-ce pas? Une autre a ajouté. Et il y a toujours de l'électricité et de l'eau. Le plus important, c'est que ça a l'air sûr. Un endroit où l'on peut dormir sans s'inquiéter des bombardements. Pour Tite Laxinze, pourquoi des films français en particulier? Elle a réfléchi et a répondu. Les films américains sont trop éloignés de la réalité. Mais les films français sont différents. On y sent un profond sens de la communauté et de l'humanité. Les gens prennent soin les uns des autres. C'est ce que nous avons perdu pendant la guerre. Et c'est ce que nous désirons le plus. Tu veux aussi aller en France?